Yes, nous sommes donc de retour sur le plateau de Backstage 021 organisé par H7 et aujourd'hui j'ai encore du très beau monde autour de la table pour parler financement. Alors je vous spoil dès maintenant, on a des boîtes bien différentes, on a des modes de financement bien différents, mais on a aussi 4 beaux succès. Donc il n'y a pas une recette mais bien 4 et peut-être plus. C'est la fin de cette intro qui était magnifique, je le sais, et je vais d'abord donner la parole à Carole qui est à ma gauche, qui va se présenter car on est très galant. Bonjour, donc moi je suis Carole Essautier, cofondatrice de Capsys Robotics, start-up donc lyonnaise, start-up industrielle. On a créé la société en 2015, on a vraiment lancé le projet en 2016, 7 années de R&D, début de la commercialisation en 2022. 7 ans de R&D. Ouais, et j'ai même pas dit ce qu'on faisait. C'est un teasing de fou. Je sens qu'il y a du hardware. Donc en fait, on est 3 associés, je vais continuer, je tiens un peu le teasing encore. Allez, on est 3 associés, et il y a Stéphane qui est masseur kinésithérapeute, François qui est ingénieur en robotique et moi-même qui ai une thèse de doctorat en informatique. Alors qu'est-ce qu'on fait entre de la robotique, de l'informatique et de la kiné? On y arrive. Et bien en fait on a développé une techno qui permet à n'importe quel praticien de soins corporels de renseigner, de numériser son geste et de le reproduire à l'aide d'un artefact technologique, le premier étant le bras robotisé. Et donc notre premier produit, c'est un bras robotique qui permet de reproduire des gestes de massage. Donc on a une solution de détente musculaire et mentale, complètement intégrée, complètement autonome, donc développée, dont les protocoles sont développés par un kiné et qu'on est capable de rejouer à l'envie sur n'importe quelle morphologie humaine en temps réel pour essayer de massifier et de donner l'ouverture des soins corporels, notamment du massage, au plus grand nombre. Tu fais ça, tu sens l'intérêt. Hein. C'est que du B2B ou je peux l'acheter? Alors, on a parfois. Des dos là, des mots de dos, pardon. On a pas mal de gens qui rêveraient de l'avoir à la maison. C'est le projet. Pour l'instant, en tout cas à terme, c'est ce on espère arriver là-dessus. Pour l'instant, on est quand même sur de la technologie, dernière technologie robotique, de la robotique collaborative. Ma déception là, Carole. La robotique collaborative, qui sont les toutes dernières générations de robots. Ça coûte encore un petit peu cher. Et puis on rajoute de l'imagerie 3D, de l'IA, de la mécatronique, etc. Donc voilà, il y a pas mal de technologies. Donc c'est plutôt B2B. Ouais. Il y a des millions qui nous regardent, je les invite tous. Allez commenter sur la page, allez dire on veut ce massage à la maison. Et il faut le dire. Et on négociera un petit discount entre nous. Il faut le dire au centre de sport, il faut le dire aux hôtels, il faut le dire au spa, il faut le dire partout où on peut mettre un service de soins disponible, toujours disponible et accessible. Très clair. Alors juste parenthèse, on est dans 021 et comme n'importe quelle startup, on a des galères. Je préfère bien prévenir la régie que je n'ai ni le retour vidéo ni le timing. Donc ne m'en gueulez pas si on dépasse. Maintenant, on va passer à toi, mon cher Benjamin. Comment vas-tu? Super, et toi? Ça se voit pas. Non, je rigole. Vas-y, est-ce que tu peux nous présenter Riot qui ne veut bien pas sûr, dire émeute si? Ça veut pas dire émeute. Il y a pas de. J'ai malheureusement pas de très bonne histoire pour le nom. Ok. J'avais acheté le nom de domaine et parce que c'est un peu ce que je fais comme un passe-temps, tu vois. J'achète des noms de domaine et quand j'ai commencé la boîte, c'était un side project, ça devait jamais être une boîte. Et donc j'ai pris dans les noms de domaine que j'avais sous le coude et c'est resté. Quand tu dis que tu achètes des noms de domaine, est-ce qu'il y a vraiment des business qui achètent des noms de domaine et les revendent quand il y a des gens qui veulent les racheter? Non, c'était pas le cas. Moi c'est plus pour les acheter, pour les avoir sous le coude. Ouais. Okay. Un jour où je lance un projet. Ouais, Si un jour t'as besoin d'un nom de domaine, appelle-moi. Non, moi je galère plus à lancer mon projet que c'est pas le nom de domaine qui est la problématique à l'heure actuelle. Mais on est pas là pour parler de moi, ne t'inquiète pas. Parle-nous de Riot, comme tu veux. J'ai entendu Trio aussi. Ah ouais, non, ça J'ai entendu tout. J'insulterai pas notre cher groupe de musique quand même. Non, chez Riot, ce qu'on fait, c'est on prépare les employés aux cyberattaques. On a créé une plateforme qui permet de simuler des attaques sur les employés pour voir comment ils réagissent. Et en général, plutôt mal. Et c'est comme ça qu'on gagne notre vie. Voilà. D'accord. Ensuite, une fois qu'on les a piratés, on leur propose une formation. Toi, tu viens de quel background pour nous expliquer un petit peu? Je suis un développeur, je code depuis 20 ans. J'ai pas codé depuis au moins 3 ans, mais j'ai un background de développeur. T'occupes quel poste sur Riot? Je suis CEO. Et avant, t'étais dans une autre boîte et tu avais un autre poste. Et là, pour le poste. coup, j'étais CTO. J'ai cofondé avant ça October, qui s'appelait aussi Lendix, où on faisait du prêt aux entreprises.
Nom de domaine que tu avais depuis 10 ans, j'imagine. October, donc c'est une drôle d'histoire. Donc Lendix, pour être tout à fait honnête, on s'est fait poursuivre pour le nom au bout de 4 ans par une boîte hollandaise toute petite de 3 personnes qui s'appelait Lendex, qui avait déposé le nom 3 jours avant. Donc on a dû changer de nom. Là. On a dû changer de nom et donc j'ai regardé les noms de domaine qui étaient disponibles. Tu vois que c'est vraiment un passe-temps le nom de domaine. Et il y avait october.eu qui était disponible. Et donc on s'est dit pourquoi on s'appelle pas October, c'est suffisamment débile pour que les gens s'en souviennent. Et donc voilà, c'est resté. Ok, et sachant qu'il y a une marque de sap qui s'appelle Octobre aussi. C'est vrai, Octobre Edition. Voilà. Mais bon, c'est suffisamment éloigné du prêt aux entreprises en ligne pour qu'on collide pas trop, tu vois. Alors que Lendix, tous nos concurrents s'appelaient Lend quelque chose, Lendosphère, Lendopolis, Lendex, ouais, ce genre de choses quoi. Donc c'était plutôt un très bon move à mon avis de choisir October, mais le sujet du podcast est clairement pas comment choisir un nom, donc on peut y aller mais bon, non, on va quand même rester sur le financement. Je me dirige à ma droite, cher Romain, tu te présenter. Oui, bonjour à tous. Du coup, Romain Durand, je suis cofondateur et directeur général de Le Permis Libre. Le Permis Libre, c'est une auto-école en ligne. L'auto-école en ligne, qu'est-ce que c'est ? C'est finalement une plateforme de mise en relation entre des candidats au permis de conduire et des enseignants de la conduite indépendants. Et notre job, c'est de mettre en place tous les outils numériques qui vont permettre et aux candidats et à l'enseignant de pouvoir mener à bien la formation au permis de conduire. On s'est créé en 2014, lancé en 2015 et depuis, on est présent sur 540 villes en France avec un réseau de 1000 moniteurs. Et les avantages, évidemment, 540 villes. Ouais, je savais même pas qu'il y avait 540 villes en France. On le découvre, je vais passer pour un con. Mais du coup, merci Benjamin, avec plaisir. Et pourquoi on est dans autant de villes ? Parce qu'on a réduit le prix du permis de conduire de 35% et on a augmenté les enseignants de l'autre côté de 40% au niveau de leur rémunération. Voilà ce qui a fait notre début de succès et ce qui nous permet de continuer à nous étendre. Excuse-moi, mais en fait je vous ai demandé à aucun votre mode de financement, donc on va refaire une passe juste après. Question à 1 million, t'as ton permis ? Bien sûr, j'ai pas le choix en fait de l'avoir, c'est une profession réglementée. Si j'ai pas mon permis ou que je le perds, je perds mes autorisations. Et là c'est compliqué. Ouais. Okay. Oui, je dois être tout le monde a son permis autour de la table ? Ouais, moi je l'ai passé 5 fois. Ouais, 2 fois moi. Ouais. Avec en voiture Simone la première fois. Je recommande pas. Je l'ai passé avant qu'Internet existe. C'est normal, il n'y a pas de problème. Non mais justement, du coup je dis que je recommande pas pour plein de raisons, mais bref. Bon ouais. Et on va voir notre cher Johan qui a une boîte qui s'est montée dans Side Project, il me semble. Ouais, tout à fait, ouais. Donc salut tout le monde. Ouais, non, plus Side maintenant, mais du coup j'ai lancé Snowball en 2020, qui était donc une petite newsletter sur les finances perso, parce que c'est un sujet qui me passionne, et donc l'idée c'était de voir comment je pouvais transmettre un peu cette passion et démocratiser un peu tout ça. Et finalement ça a bien pris, et donc aujourd'hui c'est devenu on va dire un petit média centré autour de newsletters, et donc qui vise toujours à démocratiser cet univers. Et l'idée c'est d'aller encore plus loin, d'où le financement. Donc si tu veux que je prenne la partie financement, comme ça on fait le tour dans l'autre sens. On peut embrayer, ouais, carrément. Et d'ailleurs on va peut-être pas faire le même sens, parce que Benjamin a grave envie de parler, il va parler dans 20 minutes le pauvre, donc vous pourrez vous interrompre. Non, plus sérieusement, je trouve ça hyper intéressant, juste sur le passage de 0 to 1, même si c'est pas vraiment le sujet, mais donc déjà on s'en est parlé juste avant, t'étais chez Comet, qui est beaucoup plus c'est pas du RH, du staffing de freelance. C'est quoi, c'est un truc dont tu étais passionné? Comment tu as transformé une passion? Et est-ce que tu avais l'objectif de faire des thunes concrètement avec ça? Donc on va parler de thunes aujourd'hui. Non, en fait moi j'ai fait fac d'éco, donc en fait ça a toujours été un sujet que j'ai apprécié, tu vois, l'univers de l'économie et des finances perso au sens large, tu vois, alors investir, s'intéresser aux cryptos et tout. Et donc gérer son budget, j'ai ma petite Google Sheet qui traîne depuis 10 ans, et c'était d'ailleurs le premier article de Snowball. Donc ouais, non, c'était plus une passion, et j'ai eu une opportunité, et j'ai lancé ce side project, et finalement... C'est quoi l'opportunité quand tu dis ça? C'est une demande accrue de tes utilisateurs? Ouais, en fait, non, j'avais pas d'utilisateurs, donc c'était plus... en fait, chaque année, je m'amuse à faire un petit rapport où je partage plein de trucs sur ma vie, nombre de pas que j'ai fait, nombre de bières que j'ai bu, etc. Et là, pour la première fois, j'avais mis une partie finance perso avec mes investissements. Et ça, c'est un truc que je mets en public. Et donc, du coup, il y avait une dizaine, entre 10 et 20 personnes qui m'ont posé des questions sur mon assurance vie, Yomoni, qu'est-ce que je fais, pourquoi j'ai choisi ça. Et donc, je me suis dit, tiens, il
y a des gens qui s'intéressent à ça et pour moi c'était une commodité, tu vois, c'était accessible en ligne, toutes ces infos. Mais je me suis rendu compte qu'en fait en fait tu t'es rendu compte d'une value proposition, une valeur ajoutée, mais par les personnes qui te l'ont demandé. Tu ne te sentais peut-être pas légitime au début ou... non, j'ai jamais eu... non, c'était pas un problème de légitimité, c'était plus je voyais pas le besoin particulier. En fait, ok. Donc en fait soyez à l'écoute du marché. Ouais, c'est ça, là vraiment, ouais. Et tu veux nous raconter du coup, vu qu'on parle de finances, comment tu t'es financé, comment t'en vis aujourd'hui Ouais. À toi. Au début c'était assez simple, hein, j'avais pas de financement, donc pendant 2 ans... vu que t'as pas de dépenses, en fait, t'es solo à écrire, c'est vraiment de la création de contenu pur. Et rapidement, j'ai généré des revenus parce que je l'ai monétisé 1 mois après. T'étais toujours en CDI ou à ce moment-là? J'ai quitté, j'étais en CDI, j'ai quitté 3 mois après, donc en août. Et après, j'ai fait un peu de freelancing, toujours avec Comet. Et donc là, quand j'ai quitté Comet totalement, j'avais de quoi vivre, me générer un revenu, quoi. Et donc, j'avais pas besoin de lever des fonds. Et c'est à partir du moment où je me suis dit j'ai envie de faire quelque chose de plus gros quand même. Et là, on a failli lever des fonds. Enfin, j'ai failli m'associer au début. Donc, on a failli aller voir. Enfin, on a pitché à des VC, etc. Finalement, on s'est pas associé. Donc, j'ai laissé de côté. Je me suis dit non, j'ai pas envie de me mettre la pression. Voilà, j'ai pas envie d'aller faire le tour des VC. Je vais monter ma petite communauté tranquille. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, elle est hyper engagée, cette communauté. J'avais rencontré Fairmint à l'époque de The Family, donc la boîte que j'ai utilisée pour lever des fonds, on en reparlera. Et je me suis dit, mais en fait, ça pourrait être ça, le modèle de crowd equity, donc d'utiliser ta communauté au moins pour le pré-seed. Après, on verra. Pourquoi tu as dû lever si par exemple, tu avais déjà... Bon, on va pas passer tout le podcast sur toi, Yoann, je te rassure, je trouve que c'est juste un cas de visage assez drôle quand même. T'avais quelque chose que tu faisais pour le kiff, même pas à la base, tu le faisais même pas, on t'a juste dit ah ce serait intéressant que t'en parles, et au bout d'un moment, si je comprends bien, donc il y a une partie free et une partie premium, ouais, c'est ça? Tout à fait. Tu pouvais pas juste te rémunérer sur la partie premium? Il fallait que tu lèves de l'argent obligatoirement? Ça c'était vraiment la question que je me suis posée au début, tu vois, j'avais 3 j'avais 3 possibilités, soit ça reste un solo business, et tu vois, je fais un peu comme certains Ben Evans aux US qui potentiellement génère 1 million avec une toute petite équipe, mais c'est lui, il est seul à écrire sa newsletter. Soit je fais un truc beaucoup plus gros en mode média, soit je fais un truc encore plus gros et que du coup je vais un peu plus sur la partie média / fintech. Et c'était plus ça qui me faisait kiffer en fait, moi, de construire un vrai produit, avoir encore plus d'impact. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, mais en fait sur fond propre ça va être compliqué, ou alors ça va prendre beaucoup de temps. Et donc en fait j'étais un peu obligé. L'alternative c'est le crowd equity. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est, parce que là c'est un bel anglicisme qu'on connaît tous, mais je suis pas sûr que tout le monde comprenne. En gros c'est... Que veut dire crowd? En fait c'est une levée de fonds, c'est basique en termes de levée de fonds, c'est un peu comme tu pourrais faire aujourd'hui avec des business angels, avec du BSAR en France, donc c'est l'équivalent aux US que moi j'ai utilisé, c'est le SAFE, utilisé par YC d'ailleurs. Et du coup en fait l'idée c'est plutôt que d'avoir 10 business angels, mais en fait tu as peut-être 200, 300, 400 personnes et qui vont du coup investir dans ta boîte, mais du coup des plus petits tickets. Je crois que le ticket moyen de Snowball était de 2500 $, un truc comme ça, 2000. Et t'as levé combien en combien de temps? 1,6 on va dire en 3 semaines, un truc comme ça, mais la grande majorité était avant. 2 millions, pardon. Oui, 1,6 millions, ouais. Et donc ouais, en 3 semaines en gros. Est-ce que vous avez encore envie de parler avec Yoann, ou on passe à vous? C'est à vous de me dire, hein, parce que moi ça me passionne, mais bon, je rigole. On va quand même donner la parole à Carole, car je suis un... Comment on dit? Galant. Galant, je perds mes mots. Est-ce que tu peux nous expliquer? Elle était longue la journée, non? Vraiment. Il est vraiment 15h là. Hein. Elle est pas finie. Tu dois tenir. J'ai déjà bu 5 cafés. J'ai peur que ce soit mes blagues qui l'aient arrêté là. Achevez. C'est de ma faute. Je drop le mic. Non, plus sérieusement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel a été le mode de financement, notamment toi qui as eu 7 ans de R&D? Ouais, alors ça c'est une vraie grosse question quand on est sur une technologie forte et en rupture, avec du hard derrière. On a beaucoup de soft, mais on a aussi du hard. Et effectivement, dès le démarrage du projet, alors là pour le coup c'est 0, c'est peut-être même moins quelque chose, c'est peut-être même le avant 0, où vraiment dès l'idéation on s'est dit mais en fait ça c'est un projet sur lequel il va falloir avoir du souffle. Et au début on va pas pouvoir, et on n'a même pas cherché à lever des fonds, on s'est dit il faut qu'on se débrouille tout seul.
au démarrage, parce qu'en fait, c'était fortement hypothétique, le fait qu'on y arrive, même d'un point de vue technique, fortement hypothétique que les gens aient envie de se mettre sur une table avec un bras robotisé au-dessus d'eux, parce que dans l'imaginaire, on n'imagine pas la douceur que ça peut être, on imagine beaucoup d'autres choses, mais pas la douceur et pas l'efficacité. Et donc tout ça, il allait falloir le démontrer et le construire. Et donc au démarrage, on s'est autofinancé, donc en faisant des prestats. Toute la première année de création de la société, on n'a pas lancé le projet, on a fait des prestations pour faire rentrer du cash dans la société et payer nos premiers salaires. Après, à partir du moment où on a eu nos premiers salariés, donc 1 an plus tard, et où on a commencé réellement le projet, et puis évidemment, ce que je n'ai pas dit la première année, c'est qu'il fallait maturer aussi. Donc on a rencontré beaucoup de gens pour vérifier l'adéquation avec le marché. Juste une petite chose, tu as mis de l'argent ou vous avez mis de l'argent Oui, en on perso? a mis de l'argent. Tu peux nous dire à peu près combien? Je ne me souviens pas, mais pas beaucoup. Je crois qu'on avait dû mettre 10 000 euros chacun, quelque chose comme ça, quoi. Mais voilà, c'était pas gros. Par contre, c'est surtout des salaires non versés. C'est-à-dire qu'on fait de la presta, on laisse ça dans la société. Ce sont des salaires qu'on ne se verse pas. Donc derrière, il faut pouvoir continuer à vivre. Et on avait pas loin de 40 ans et on avait aussi un peu des enfants. Et voilà, donc derrière, forcément, il y a un impact quand même qui est réel. Après, à partir du moment où on a eu nos premiers salariés, il se trouve que notre premier salarié, c'était un docteur qui avait travaillé à l'INSERM, qui avait travaillé ensuite après sa thèse, mais toujours dans la recherche publique et pas avec des CDI. Et on a pu faire jouer des leviers. Alors, jeune entreprise innovante, ça c'est la base parce qu'on était complètement dans ce cadre-là, donc un cadre fiscal qui permet d'avoir des charges vraiment largement réduites quand on est sur des profils R&D. Et puis du crédit d'impôt recherche. Donc ça fait un décalage de trésor, mais on perçoit cette trésor plus tard. Et quand on a un jeune docteur, comme l'était notre premier salarié, notre deuxième c'était un doctorant, et on a un certain nombre d'aides et un certain nombre de décalages de trésorerie. Donc ça c'est plutôt très positif. Il faut tenir le temps du décalage de trésorerie, mais nos fonds qu'on avait constitués pendant cette première année nous a permis ça. Ça nous a permis de développer le prototype sur mannequin mousse pour démontrer que l'idée n'était pas si folle que ça, qu'elle était faisable d'un point de vue technique, et démontrer que les gens, ils avaient envie d'être à la place du mannequin mousse. Ensuite, on a fait de la love money. Donc là, un petit mail envoyé à tout son réseau, famille, amis et réseau de manière générale, juste avant Noël. C'est le même principe que le crowd equity, sauf que c'est ciblé. C'est ça, exactement. Exactement. Et, vous avez levé combien avec ça? Alors là, on a levé 130 000 euros de mémoire, oui, c'est ça, 130 000 euros. En combien de temps? En 5 jours. Voilà, c'était une liste assez ciblée, justement, assez réduite. On avait mis des tickets un petit peu élevés pour éviter d'avoir beaucoup d'investisseurs différents et puis éviter que des proches se mettent dans une situation compliquée. Donc qu'ils aient une excuse pour dire on peut pas investir. On peut pas, parce que c'était réel. Voilà, c'était quoi le ticket minimum? C'était 10 000 euros. Ouais, donc voilà, on avait mis un petit peu haut. Ça nous a permis de développer le prototype sur personnes réelles. Ensuite, on a fait notre première intervention sur des gens en dehors du contexte start-up, en dehors du contexte technophile, donc en entreprise, chez Bouygues Télécom. Et avec la réception du public qu'on a eu, donc monsieur, madame, tout le monde, chez Bouygues Télécom, eh bien, on a pu montrer que les gens aimaient ça, que techniquement, on avait réussi et qu'on était capable de masser ces 50 personnes de manière différente et de manière, pas encore automatique à ce moment-là, mais en tout cas de manière assez proche de ce qu'on imaginait. Et là, on a pu faire une autre levée de fonds, donc qui a été auprès de Business Angel, qui nous suivait déjà depuis un petit moment. Et là, je suppose que tu vas me demander combien on a levé. J'ai même pas mon micro. Mais vas-y, évidemment. Parle-nous pépette. Donc là, on a levé 700 000 et quelques, à la fois en equity, donc peut-être 330 de mémoire, non 302 000 euros, et le reste avec du bancaire, de la BPI, une aide qu'on avait eue régionale, le PIA 3. Des choses comme ça. J'aimerais savoir sur tout ce qui est donc du non dilutif, tout ce qui est des subventions, de la dette, ces aides-là. Est-ce que tu es allé le chercher en direct ou typiquement tu as fait appel à
à des boîtes qui sont spécialisées dans ça? Non, alors non, je le faisais en direct, mais oui, parce que la petite histoire, c'est que donc après ma thèse de doctorat, je suis allée faire du conseil en financement de l'innovation. Ça aide. J'ai un petit peu triché. Donc ces dispositifs-là, je les connais plutôt bien. Je les connaissais pas tous évidemment, mais après, une fois qu'on connaît la façon de faire, on arrive à faire le reste. Et puis c'était à nous de le faire. C'était nous qui étions les mieux placés pour le faire. Et puis surtout, ça nous évitait de sortir du cash pour ça, et j'avais encore le temps de gérer ces questions-là. Et au total, tu as levé moins d'1 million? Alors non, parce que là, il y a eu la 3e levée de fonds, donc ça nous a permis de développer le proto sur personnes réelles. Okay. Ensuite, on a fait une 3e levée de fonds pour financer la totale autonomie du système, le fait de le transformer vraiment en produit full autonome. Il y a vraiment un gap technologique gigantesque d'être capable de prendre n'importe quelle personne, qu'elle interagisse avec la solution, qu'elle comprenne sans être technicienne, qu'elle comprenne sans non plus avoir peur, donc une expérience utilisateur de malade à travailler, et puis qu'on soit capable d'adapter exactement le protocole qui représente vraiment les gestes du kiné de manière très précise sur n'importe quelle morphologie. C'est un challenge au niveau technologique qui est juste énorme, qui nous a pris beaucoup plus de temps que ce qu'on avait imaginé d'ailleurs. Et ça, c'est combien ? Donc là, on a fait une 3e levée de fonds pour financer cette industrialisation. Donc là, on a levé 2 millions. En fait, je trouve quand même pas ça beaucoup. Je sais que j'ai vu beaucoup et dites-moi si vous partagez ça, mais beaucoup de personnes qui rentrent dans la deep tech ont l'impression qu'il faut lever le minimum 10 millions, ne serait-ce que pour financer leur R&D. Je t'avoue que ça nous aurait bien aidé. Ouais, mais impossible, mais pas Carole, quoi. Mais en fait, ce qu'on a fait, objectivement, au démarrage, je pense, et je pense qu'ils avaient raison, je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des gros doutes. Des gros doutes sur... honnêtement, on cochait toutes les cases pour aller au casse-pipe. T'es en rupture technologique de dingue. C'est même le fabricant du robot, on l'a su quelques années plus tard, donc celui qui nous a prêté au démarrage, j'ai oublié de dire ça dans le financement, le fabricant du robot nous a prêté le système comme il le prête au laboratoire de recherche, parce que le projet l'intéressait. Et en fait, on l'a su quelques années plus tard, eux-mêmes pensaient que c'était pas faisable. Ils avaient des gros doutes. Et finalement, en voyant au bout de 2-3 ans les protos qu'on avait sur Mannequin Mousse et ensuite sur Personne Réelle, ils se sont dit ok, ils savent faire ça, ils ont réussi à faire ça. Waouh. Voilà, mais on est dans ce contexte-là, donc un financeur, c'est juste dingue. On lui demande un niveau de confiance incroyable. Donc on était fortement en rupture, à la fois technologique et encore une fois à la fois d'usage et de marché. Donc il y a un moment où en fait tu dois démontrer, et il ne faut pas chercher, en tout cas c'est ce qu'on a fait, je ne sais pas si on avait raison, mais pas chercher à aller plus vite que la musique et se dire faire beaucoup avec peu de moyens, mais à chaque fois franchir une étape supplémentaire et dire regardez, là c'est bon, on y arrive, maintenant go no go, go, et on continue. Et je pense sur que un malentendu ça peut marcher. Sur un malentendu, non, mais avec beaucoup de connaissances, je pense quand même. Beaucoup de chance. Je pense qu'il y a la chance qui joue aussi. Et puis en s'entourant de gens qui peuvent nous aider à chaque étape. Il nous reste à ma droite, je regarde Romain. Je regarde à ma gauche Benjamin qui fait des sourires depuis tout à l'heure. Qui veut prendre la parole ? Vas-y. J'y vais ? Ok. Moi, j'ai l'impression que mon histoire est beaucoup plus simple que ça. Bah ouais, mais on va pas parler docteur, on va plus parler de réalisme en 10 secondes, donc allez-y. Tu veux me poser une question, j'attaque ? Je vais te poser la question. As-tu essayé de lever des fonds ? Oui. Oui. Et comment as-tu levé des fonds au final ? Je vais aller vite sur la première partie, je vais arriver à la IPO après. Première partie, nous on est rentré dans un marché réglementé, l'auto-école. 2015-2019, gros problème. 4 années à débroussailler un marché, à se faire attaquer, à être dans des procédures de folie. Et donc là, il a fallu lever des fonds. Les VC avaient déjà leur poulain qui avait levé des fonds auprès d'eux. C'était le numéro 1 du marché. Donc nous, on est allé chercher des business angels. C'était les seuls qui croyaient en nous et qui pouvaient nous permettre d'avancer. Tu peux nous dire des business angels, c'est quoi ? Personne privée qui a potentiellement bien gagné sa vie avant et qui investit son argent ensuite dans des sociétés. Des gens qui ont des thunes et qui ont envie de partager leur expérience aussi. Et c'est aussi ce qu'on est allé chercher et ce qui nous a permis de grandir très vite. Et donc, notre histoire, c'est une histoire de business angel, donc qui amenait de l'argent, mais aussi beaucoup d'expérience. On a levé 1,2 million
auprès d'eux en plusieurs étapes, avec une étape crowdfunding au milieu. Okay. C'est vos clients qui ont participé au crowdfunding ou pas? Non, c'était des plus petits porteurs, donc des personnes privées, mais avec des tickets de 2500, 10 000, 25 000, des tickets qui commençaient plus autour de 1000, 2000 euros. Okay. Et en 2022, pour un pré-IPO, donc préparer cet IPO, on fait rentrer 2 fonds d'investissement pour la première fois de notre histoire. Qui rentrent et qui nous financent à hauteur de 5 millions d'euros pour qu'on structure correctement la boîte, qu'on continue de se développer. L'idée, c'était de prendre notre croissance. On avait frôlé avant l'équilibre, mais on pesait moins d'1% du marché, donc l'ambition, elle était là et il fallait qu'on continue fort pour développer. Donc, ils viennent en pré-IPO. Quand tu dis pré-IPO et qu'ils viennent mettre 5 millions... C'est de l'equity. Oui, mais est-ce que tu as déjà dans la tête et tu leur as dit que ces 5 millions, évidemment, c'est pour aller chercher des résultats pour une IPO? C'est pour ça que je l'appelle pré-IPO. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, non, c'était des. Tu peux romancer tout ça après. Non, c'est pas romancé. Non, il était induit avant qu'on allait à l'IPO. Et donc, 1 an après, on rentre en bourse. Donc là, 10 mois de préparation intensive avec toute la paperasse que ça demande, la préparation. Les avocats Euronext, l'AMF, des audits. Vous parce que êtes côté où? Euronext grosse. Okay. Donc on a l'AMF qui vient vérifier, Euronext qui vérifie, les avocats qui vérifient, les CAC qui valident. Bref, un ensemble de validations qui fait que au bout de 10 mois, on a un dossier qui est tamponné par l'AMF. Et là, le roadshow démarre et on se retrouve à côté de boîtes de robotique, de médecine, etc., qui sont des boîtes qui vont souvent en bourse parce que beaucoup d'R&D, on va chercher de l'argent, etc. C'est très spécifique. Et nous, on arrive sur le marché avec un produit qui parle à tout le monde, en fait. Et c'est un peu la raison pour laquelle on voulait mettre le permis de conduire à la vue de tous. C'est le premier examen de France. Tout le monde passe par le permis de conduire. Et on s'est dit, en fait, on va proposer aux Français d'investir dedans via Euronext. On s'est aussi dit que c'était un petit peu, je le dis toujours avec humilité, mais quand la Française des Jeux s'est introduite en bourse, les gens se disaient j'investis dedans, les gens vont pas arrêter de gratter du jour au lendemain. Là, le permis de conduire, c'est un peu pareil. On va pas arrêter de le passer. On s'est dit que c'était un produit qui pouvait plaire sur de l'investissement court, moyen, long terme. Et voilà pourquoi on a choisi la bourse. Et puis c'était aussi un peu la suite logique de nos business angels. On a appris à leur parler d'une certaine manière, je crois qu'on y reviendra après. On a créé une communication avec eux qu'on a voulu voir de manière assez logique avec nos petits porteurs ou nos investisseurs grand public. Voilà. Okay. Ils sont sortis ou pas quand tu passes en public? Vos investisseurs? Non, ils sont pas sortis. En fait, nous, on a mis en place un lock-up de 6 mois pour préparer les gens qui voulaient potentiellement sortir et faire des sorties en bloc pour pas que le cours se dégringole parce que d'un coup, tout le monde dit « Ah, c'est super, l'argent est liquide, je vais sortir ». Quand on veut sortir, c'est bien qu'il y ait des gens en face pour que ce soit un peu une OPA blanc et que le cours n'en pâtisse pas. Et j'ai ma dernière question. Manière, tout ça, c'est public. Oui, c'est public. On va aller regarder sur Internet. Je vais pas dire toutes, mais alors je pense que la plupart des boîtes tech qui se sont introduites, je pense qu'une des grosses dont j'étais plus jeune, mais c'était Uber, et puis ils se sont tous dégringolés par la suite. Ça donne quoi le cours de permis libre? Le cours du permis libre, la première journée, il dégringole, il remonte dans les jours qui suivent. Quelques semaines après, on perd 40% de la valeur, on remonte. Et en fait, il y a eu un nettoyage de la base, donc des gens qui potentiellement voulaient jouer avec le cours sont sortis, ce qui fait dégringoler, parce qu'en fait, il y a une part très faible qui est dans les mains des petits porteurs. Je crois que c'est 4 à 5% du capital, donc c'est ridicule. Mais par contre, quand quelqu'un sort avec d'un coup 1000, 2000 actions, boum, ça crée un trou. Mais du coup, ça permet aussi à d'autres de rentrer. Et donc le cours, il remonte et aujourd'hui, on doit être autour de 3 €. On est rentré à 3,80, mais en fait, on n'a pas encore fait d'annonce, pas de résultats, pas de chiffre d'affaires. Donc le cours de bourse, il va aussi s'écrire là-dessus. Il va s'écrire sur tout ce qu'on a vendu à l'IPO, les nouvelles offres, le déploiement en France, le chiffre d'affaires. Et comme on est sur les rails et qu'on va continuer de l'être tout au long de l'année, à chaque publication de résultats, normalement, on devrait voir notre cours remonter en toute logique. Voilà. Eh bien, j'invite nos auditeurs à bien vérifier tout ça. Vous avez levé combien avec 8 millions. C'était le base deal, on a fait pile 8 millions et on l'a fait dans un contexte pas top. Tu l'as fait quand justement? C'était quand, février de cette année-là, donc c'est tout neuf. C'est tout neuf, et puis il y a un an, la guerre en Ukraine qui démarre, les boîtes qui dégringolent, tout le monde qui se retient. Cette année-là, il n'y a eu que 2 introductions en bourse, nous et une autre société. Il y en a une troisième qui prépare son intro en bourse.
Donc, en France, tu veux dire? Ouais, en France, pardon. Ouais. C'est quoi l'autre boîte qui a été IPO? Sur Next. C'est une boîte qui fait pas de la terre, mais du... Ciment? Non, pour planter des plantes quand même. Du terreau. Du terreau, l'engrais, merci. Ah oui, l'engrais, qui s'appelle les agriculteurs. Voilà, les agriculteurs en herbe. Sûrement. Moi, je suis parisien, me regarde pas. Non, c'est une boîte qui fait du terreau, entre autres, qui s'est introduit et qui a réussi son introduction en bourse. C'était la deuxième et on espère qu'il y en aura d'autres. Ça coûte cher une Et IPO? vous? Ouais, un petit peu d'argent, ouais. Et vous regrettez pas, ouais, l'IPO? Non, c'est génial. D'abord, c'était il y a 2 mois. non, c'est génial. Ça, il peut pas dire qu'il regrette, sinon Mais le cours oui, il s'effondre. non, Donc tu peux plus rien dire une fois que t'as fait l'IPO. Patate chaude. Désolé. Je vais bien les apporter. Désolé. Non, en réalité, je pense qu'on regrettera pas parce que la vision qu'on a, c'est de dire que le permis de conduire, ça va pas s'arrêter. C'est le premier examen de France. Plus on va grossir, plus on va être visible, plus on va potentiellement intéresser des investisseurs privés et plus on leur donnera la possibilité de faire fructifier leur argent. Donc non, je regrette pas. Au contraire, je pense que c'est une opportunité de folie. Et toi, tu regrettes ta dernière levée, Benjamin? Non, pas du tout, non, mais c'est vrai que l'IPO, il y a beaucoup de gens qui regrettent, quoi. Bien sûr. Je pense, tu vois, Criteo, je suis pas sûr qu'ils soient ravis de leur IPO, quoi. Ouais. Bah, en interne, c'était tous les matins, les mecs regardaient, les employés regardaient le cours de bourse. Ouais. Quand le cours de bourse il descend, les employés ils partent. Hein. Ouais, le problème c'est que tu perds ton équipe. Tu dépends de trop de choses en fait. Le cours de l'IPO, il faut le regarder quand on fait une publication, sinon ça n'a aucun sens. Et surtout, tu as raison de le dire, il y en a qui regrettent, mais il y en a qui adorent et qui sont très heureux de l'avoir fait. Et nous aujourd'hui, on se force à pas regarder le cours de bourse parce qu'en fait, c'est pas. Ça dit rien de l'histoire de la boîte tant que tu n'as pas fait de publication. Donc si demain il y a un énorme bad buzz, oui ton cours tu sais pourquoi il tombe. Si tu as un bon buzz, il peut remonter ou pas du tout d'ailleurs, mais à la publication de tes chiffres, si tu as bien fait ton job, normalement tu regrettes pas, au contraire. Parce que tu vois l'argent liquide qui grossit. Et l'avenir nous le dira. Exactement, c'est une belle fin ça. Bon allez Benjamin, à toi. Bah moi j'ai l'impression que mon histoire elle est assez banale quoi. Hein. Bah vas-y mec hein. J'ai été accepté à YC, donc on peut se considérer que c'est un pré-seed puisque YC donne... Qu'est-ce que YC? Alors pardon, YC c'est Y Combinator qui est un incubateur californien. YC pour les francophones. Ouais, exactement. Et par lequel est passé Airbnb, Stripe, OpenAI. Petite boîte quoi. Voilà, ouais, Dropbox. Beaucoup de licornes. Je pense que c'est sans doute l'incubateur le plus... c'est le premier incubateur au monde. Ouais, exactement. Ouais. Ok. Successful. Donc là, tu rentres là-bas, c'est quoi? Tu ressors avec 100 et quelques... 150 000 $, mais... Pour combien? Ouais, pour 7% de la boîte. Donc en gros, une valo à peu près à 2 millions, quoi. Ça, c'est le même deal pour tout le monde. J'avoue que moi, c'était un Riot, c'était un side project. À l'époque, c'était 3 mois de boulot on the side de mon boulot chez October. Donc franchement les 2 millions c'était pas si mal comme valo quoi hein, t'as quitté quand t'as apply pour Y Combinator, t'avais déjà quitté October ou pas? Non, j'étais chez October, j'étais CPO, donc j'étais d'ailleurs très content chez October, hein, c'est juste que... ouais, tu passes pas à côté de l'opportunité. Ouais, ici, ouais, c'est une belle opportunité, quoi. Il y a 1% des gens qui sont pris. Oui, je suis allé en physique, j'étais le dernier batch physique. Mais pour le coup, je dirais que 50% de l'expérience, c'est quand même d'être dans la vallée. Je pense que les gens qui l'ont fait en remote n'ont pas autant kiffé que moi. Ouais, j'imagine. Enfin, l'intérêt c'est aussi de rencontrer, d'être exposé, ouais, même de rencontrer des personnes qui construisent des choses. Et puis être dans la Silicon Valley. Juste si on avance un petit peu, il y a eu d'autres levées de fonds. Alors, par rapport à toutes les personnes qui sont autour de la table, on peut dire que tu es le modèle de financement le plus classique qu'on retrouve dans les startups. Ouais, le plus simple, je dirais. Le plus simple, je sais pas, ça dépend des personnes, mais quand j'entends que Johan ou Carole qui ont levé en l'espace de quelques jours des centaines de milliers, bon évidemment tu vas me dire le badge de YC aide, mais je sais pas combien de temps a duré ton seed, le roadshow de ton seed par exemple. 36 heures. Ok. je commence à pas trop l'aimer. Je sais pas vous là. Non, mais c'était un contexte un peu particulier parce que c'était la semaine du Covid. Donc c'est la semaine où Trump a fermé les frontières et où Édouard Philippe a annoncé que on était confinés pour 2 mois. Ok. Et donc en fait, YC se termine toujours au bout de 3 mois par un folklore qui s'appelle le Demo Day où il y a 3000 investisseurs qui se retrouvent dans un hangar avec des 200 boîtes du badge qui pitch. Et nous on reçoit un email de YC qui dit bon, Demo Day c'est fini, c'est terminé, ça marche pas avec le Covid, donc les Européens vous rentrez chez vous et démerdez-vous pour lever quoi. Et donc moi j'avais calé quelques calls une semaine avant Demo Day en me disant bon il y a des VC qui m'ont contacté, je vais les mettre juste avant Demo Day pour bosser tranquillement pendant 3 mois.
Et sur les 6 calls que j'ai fait, j'en ai closé 2 et donc on a levé 2 millions comme ça. Avec qui, tu peux nous dire? Avec First Capital, qui sont les anciens de Otium qui avaient financé Payfit, etc. Et avec Funders Club, qui est un fonds américain qui est très bien. Funders Club. C'est des BA, c'est quoi? Ouais, c'est 350 BA qui se réunissent mais qui est quand même orchestré par une équipe, quoi, par des partners. Qui décident d'investir l'argent et ils ont financé Coinbase, Slack, ils ont fait des bonnes... Ils sont à l'abri, quoi. Et puis Riot, quoi. Et Riot, quoi, dans cette... J'ai une question et c'est parfait, ça va introduire. Bon, le temps file à une vitesse, mais c'est pas grave. J'aimerais juste comprendre une chose. Toi, en plus, tu as la particularité de parler avec des fonds. Est-ce que tu parles en direct avec les BA du club Funder Club? Il y a un email sur lequel tu peux écrire et qui est envoyé aux BA. En fait, moi, j'envoie une investor update tous les mois et les BA la reçoivent. Donc, ça, est-ce que c'est à ton initiative, toi et tes cofondateurs, ou est-ce que c'est... en fait, t'as bien compris, hein, je vais aller sur la relation avec les investisseurs. Comment tu la gères? Est-ce qu'on parle souvent, quand il y a de l'argent, de contraintes associées? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler? Je pense que faire un update, c'est bien aussi pour toi, avoir une vue de l'entreprise, mais parfois tout ne se passe pas bien entre relations entrepreneurs-investisseurs, quoi. Non, honnêtement, moi j'ai pas encore eu de gros problèmes. Je dirais que j'avais un peu un a priori parce qu'à l'époque d'October, on a levé à peu près 50 millions d'euros et j'avais un peu l'impression que les VC servaient pas à grand chose. Pas particulièrement ceux d'October. Je sais que t'as un passé de VC, mais. Non, mais je vois très bien les VC d'October en plus. Non, mais c'est pas particulièrement eux. Hein, et j'avais un peu l'a priori. Pour le coup, moi je m'occupais pas d'élever, pas de la relation investisseur à l'époque d'October. Ça s'avérait que mon impression de l'époque d'October est vrai, quoi. Enfin, à l'époque à Riot, j'ai rencontré franchement des VC, j'en ai rencontré une centaine depuis que j'ai commencé Riot. Je peux pas dire qu'ils soient vraiment hands-on, ils soient vraiment très bien, tu vois, il y a peu de non, mais concrètement, c'est quoi ce que toi t'attends quand un VC il va dire ok, on a envie d'investir dans Riot? Tu veux que de l'argent à de l'or? Tu veux des mises en relation? C'est quoi? Moi, j'attendais pas grand chose, mais comme je parle beaucoup avec des entrepreneurs, notamment parce que comme j'ai fait YC, il y a des tas de gens qui viennent me voir en me disant j'ai envie de faire YC, comment ça marche? Et eux ils me disent ouais, bah, on attend ça de nos VC, et je suis là en fait pas du tout, enfin ils vont pas faire pour vous le go to market, ils vont pas aller dig, ils vont pas le faire recrutement non plus, enfin. Tu sais qu'il y en a beaucoup qui vendent ça quand même en call. Non, mais il y a les VC, ils ont besoin de se différencier, mais il y en a aucun qui fait ça. Enfin vraiment, j'ai jamais vu un seul VC faire effectivement du recrutement et de faire ça de la bonne façon et mais c'est pas grave, enfin c'est pas leur métier c'est d'aller lever de l'argent et de l'investir donc toi c'est vraiment de l'argent que t'es allé chercher. C'est quoi? C'était te challenger lors de ces board meetings? C'est quoi? J'avais pas de j'ai pas de board en fait. Moi maintenant j'en ai un parce que j'ai levé la série A, mais jusqu'à la série A j'avais pas de board. J'avais fait un safe et le safe c'est assez peu engageant, quoi. Vous avez des questions à poser? Parce que là, faut m'aider, hein, les gars. Ou Carole. Ou alors, on passe à d'autres personnes. Je pense aussi qu'il y a des relations investisseurs peut-être particulières. Je sais pas si c'est pour toi, Carole. Moi, je me reconnais assez bien dans ce qu'a dit Romain. C'est-à-dire que quand on traite avec des business angels et dans le monde de l'industrie, c'est assez intéressant parce que justement, ce sont des investissements qui sont très particuliers, avec des temps de développement longs, avec des temps d'accès marché longs, avec des contextes réglementaires, nous on est concernés aussi, qui sont complexes. Donc c'est pas les dossiers les plus simples pour les investisseurs classiques. Et en fait, quand on a l'intérêt des business angels, en tout cas dans ces premières phases, c'est d'avoir effectivement des gens qui, en tout cas pour nous, je sais pas si ça a été pareil pour Romain, mais des gens qui viennent pour certains du même creuset. Donc en l'occurrence pour nous, de l'industrie, qui ont vu des choses comme ça, qui ont écrit des très belles histoires ou qui ont participé à des très belles histoires et qui parlent un peu le même genre de langage. Et du coup, quand ils viennent déjà avec une bonne compréhension de ce qu'on fait, de nos enjeux, mais aussi de ce que ça peut fournir si on y arrive bien. Donc là où on peut arriver avec de l'industriel. Et puis la deuxième chose, c'est que ils viennent apporter aussi leurs compétences. Et ça, honnêtement, alors effectivement, c'est pas eux qui vont faire à notre place. Par contre, effectivement, ils vont nous apporter un certain nombre de retours d'expérience, d'idées, de feedback en fait, qui sont favorables, qui sont positifs et qui viennent nous alimenter. Oui, même passer par expérience concrète, conseils concrets, des business angels de tous bords, mais qui avaient à cœur qu'on ne fasse pas les erreurs qu'ils ont pu faire et qui nous ont probablement permis de gagner beaucoup de temps et de sauvegarder aussi de l'argent. On n'avait pas trop d'argent à cramer en fait, comme ça a été le cas de certains de nos concurrents ou de cette start-up nation qui cramait beaucoup d'argent pour en récupérer très peu.
pas une généralité, mais c'est beaucoup arrivé. Ouais. Et nous, pour que ça fonctionne bien, on avait un reporting mensuel avant l'IPO avec nos gros business angels et ceux qui voulaient y participer. Et sur ce reporting, on avait derrière des mails, des questions, des remises en question, des conseils, des explications qui nous permettaient finalement de toujours nous remettre en question, d'apporter une critique constructive et de modifier les choses qui n'allaient pas. Tu les demandais ces questions ? En fait, nous, le but du reporting, c'était qu'il y ait de la question qui arrive. Et j'allais te poser la question aussi, est-ce qu'avec ces BA, mais même un peu pour vous, est-ce qu'ils sont plutôt dans la proactivité ou justement ils vous laissent tranquille et c'est eux qui sont en support seulement ? Alors, nous, ça dépend lesquels. On en a qui nous ont suivis de manière très très proche, avec qui on aimait beaucoup. D'autres qui étaient un peu plus en recul, mais dès qu'ils intervenaient, c'était vraiment... poser un mail lourd où il y avait beaucoup de choses, où il fallait discuter de beaucoup de choses, c'était vachement intéressant. C'est deux approches qui sont complètement différentes. C'était par mail, par téléphone, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et après, juste pour terminer, et après je laisse la parole, sur l'IPO, maintenant, on ne peut plus faire ça, parce qu'on ne peut pas envoyer une information différenciée au grand public ou à nos investisseurs, mais maintenant, du coup, on a un conseil d'administration dans lequel on a certains de nos business angels historiques qui sont rentrés, plus des administrateurs externes, et on va encore chercher cette compétence, cette expérience qui nous permet d'avancer, de prendre, on espère, les bonnes directions. On est d'accord, vu que tu es public, tu ne peux pas divulguer de l'information, sinon ça donnerait lieu à de l'inside trading qui fait que, oh là là, les cours de finance d'il y a 5 ans. Bon, en gros, délit d'initié même. Ouais, c'est... Bon, c'est pas très correct, mais bon. Johan, c'est assez particulier, toi, je sais pas, c'est quoi la relation que tu entretiens ? Est-ce que tes investisseurs, c'est pas tes clients et tes meilleurs ambassadeurs au final ? Si, ouais, il y a un peu de ça, je pense qu'ils doivent... challenge un peu ? Non, ouais, non. Après, c'est pareil, moi, c'est un safe, donc c'est pas engageant. Je suis pas obligé de leur faire un reporting, je le fais tous les mois parce que j'aime bien un peu, s'il est public, tout le monde peut y accéder. Le safe, c'est s'il y a une autre levée de fonds, là, ce sera converti à la prochaine valo, c'est ça ? Ouais, c'est ça, en gros, si je me trompe pas. Non, c'est converti à une valo définie, a priori, mais prédéfinie avec au début. un premium et exactement, ouais. Pardon. Ok. Ouais, mais non, mais s'il n'y a pas de levée de fonds, en théorie... Si t'as pas de levée de fonds, ça se convertit pas, quoi. Tu peux le convertir en actions et verser des dividendes. Tu mets que ça se convertit au moment où tu vends la boîte ou au moment où tu fais un IPO. Exactement, ouais. Tu peux potentiellement faire ça. En fait, le gros avantage du safe, c'est aussi que ça coûte $9 contractuellement à mettre en place, quoi. C'est ce qu'ils font ici, j'imagine. Le safe, c'est quasiment une obligation en CID, en tout cas, ici. Je sais qu'en France, ça devient de plus en plus. Donc, c'est l'équivalent du BSA R. Mais vous qui avez tous levé, est-ce que c'est un truc, même, tu vois, en 2014 ou vous qui avez levé plus récemment, c'est un truc que vous avez déjà revu en France de plus en plus? BSR, c'était un peu à l'époque de The Family, c'est eux qui l'avaient un peu propulsé aussi avec leur boîte parce qu'ils avaient le modèle un peu YC, mais avant ça, il n'y avait pas vraiment avec de. Avec les beaux SPV et du coup, Oussama, on salue de loin. Mais ouais, non, mais je pense que ça n'existait pas vraiment avant. Ça n'existait pas vraiment en France avant ce BSAR. Qu'on explique, c'est quand même une manière aussi de de pas faire des plans sur la comète d'un point de vue valorisation dès le départ, parce que la boîte peut cracher en fait sous les 6 mois. En revanche, si elle réussit, on va être rémunéré pour avoir pris du risque très très tôt. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que ça économise 30 000 balles d'avocat. C'est ça, aussi, ça simplifie vachement. Ça te fait gagner. Moi, du coup, en une journée, c'était closé, quoi. On n'avait pas des allers-retours interminables, c'était réglé, quoi. Et tu repasses à construire ton business, ce qui est vraiment important. Quand tu es en seed, passer 3 mois à faire une due deal. C'est une perte de temps la levée de fonds selon vous? Oui. Tous les démarches qui sont liées en France, c'est du délire. C'est 6 mois un due deal. Et alors moi j'ai une question, mais est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux acteurs qui devraient rentrer en jeu? Tout le monde essaye de faire ça, mais trop réglementé. Un clin d'œil à toi, Johan. Toi, t'as jamais pensé à faire rentrer tes invests, proposer des invests sur du SPV à tes clients? Non, en fait t'as des trucs Caption, tout ça, c'est ce qu'ils ont essayé qu'ils essayent de faire là. D'ailleurs je crois que Blast Club d'Anthony c'est Caption derrière, donc t'as en marque blanche. En marque blanche, et mais c'est une possibilité, mais c'est pas juste le focus aujourd'hui. Peut-être que demain, mais ça prend du temps quand même. C'est un boulot quand même. C'est le changement de mais j'aime beaucoup comment il s'appelle, Packy McCormick, Not Boring newsletter. En fait, ce qu'il a fait, lui, il a une énorme audience, et ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il va voir des startups qui kiffent, il fait un énorme article sur elle, il digue bien le truc, et ensuite il dit à sa communauté investissez avec moi, et il investit des gros tickets maintenant, je crois. Okay. Et c'est intéressant comme modèle, c'est ce côté il est à la fois VC et marketeur de la boîte.
Ouais. Donc c'est assez intéressant comme modèle. Ouais. Je sais que le temps file. Je trouve qu'on a vraiment abordé. Enfin, il y a eu je sais pas s'il y a d'autres modes de financement. Bon, évidemment le non dilutif, mais que ça soit des fonds, des personnes physiques qu'on connaît ou voire qu'on ne connaît pas sur du public. C'est quoi chacun d'entre vous, si vous voulez prendre, on va un tout petit peu dépasser. J'annonce comme d'hab. C'est quoi le conseil que vous auriez aimé entendre? Et bon, pour toi, ça va être assez différent, Benjamin. J'aimerais que tu reviennes avant octobre. Mais est-ce qu'il y a, ou c'est quoi le plus gros learning que vous avez eu si demain vous remontiez une boîte? Parce que, encore une fois, tous les modes de financement se prêtent en fonction de la boîte, du marché. Son histoire aussi. Et de son histoire. Si on arrive à surtout lever ça. Non, mais je sais pas, ce serait quoi un conseil très rapidement que vous pourriez adresser à notre audience? Je suis chaud pour prendre le premier, comme ça c'est facile. Mais du coup, Carole, non, mais c'est de jamais lâcher. C'est le conseil, je pense, qui doit tous être dessus, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Quand on tombe, il faut se relever vite et continuer. Et c'est jamais mort, en fait. Il y a toujours une sortie possible. Il ne faut pas baisser les bras. Je pense qu'on partage tous ce principe, mais du coup, je laisse le prochain conseil plus compliqué aux autres. Bien joué. Je peux en faire un évident aussi. Mon conseil, c'est faire de l'argent. Pour ne pas avoir besoin de lever, en général c'est ce qui marche le mieux avec les VC quoi. Donc tu aurais pu faire par exemple du bootstrapping Nous on a été default live, même au moment de la série A, on avait plus d'argent à la fin du mois qu'au début du mois, ouais. Et pourquoi t'as levé dans ce cas-là? Parce que ça me permet de mieux dormir, honnêtement, je dors mieux, tu vois, c'est en cas de coup dur, on sait pas ce qui va se passer, whatever, on a des très bons mois et tu sais pas combien de temps ça va durer les très bons mois. En espérant que ça dure le plus longtemps possible, mais c'est vrai que ça permet quand même de dormir en te disant si un jour on a un mauvais mois, on n'est pas le couteau sous la gorge quoi. On a remarqué que t'étais très détendu et que tu dormais bien. C'est important pour moi le sommeil. Ouais, je vois ça. On est d'accord. Hein. Tu devrais essayer hein. Ben j'essaie, mais bon, bref, je vais pas rentrer dans les détails. Un peu de stress aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de la table. Bon, je termine avec toi Carole et évidemment Johan. Ouais, je sais pas si lequel veut commencer. Ou laquelle? Ouais, mais moi je vais un peu rejoindre, c'est de ne pas lever trop tôt et commencer à essayer de faire de l'argent avant de lever quoi. Parce que ça prend énormément de temps déjà. Donc si tu lèves et que t'as rien, en fait tu vas perdre encore plus de temps pour lancer sur le marché quoi. Et en plus ça plaît aux investisseurs si tu fais déjà de l'argent. C'est le meilleur green flag qu'ils puissent avoir quoi. Donc ne pas y aller trop tôt. D'ailleurs, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, il y a tellement de boîtes qui veulent pas lever, qui se font harceler par les fonds pour lever justement. Donc voilà, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Et toi Carole du coup moi j'aurais tendance à dire quand on peut, c'est effectivement de pas lever parce que je pense que notre métier et ce pour quoi on se lève le matin, c'est pas pour lever et que c'est pas l'action la plus simple et la plus agréable. En tout cas, c'est pas celle qui nous motive. Donc si on peut, c'est vraiment de faire de l'argent. Et quand on lève, moi, il y a une chose pour laquelle j'ai regretté, c'est d'avoir créé la société trop tôt. On l'a créée en juin 2015, on a commencé le projet un an plus tard, en mai 2016, et il y a pas mal de financements non dilutifs auxquels on n'a pas pu avoir accès parce que et que on est passé il y a des choses auxquelles on n'a pas eu accès. On aurait dû faire comme d'autres, travailler dans notre garage, c'est ce qu'on a fait, mais sans créer la structure. En créer une autre et créer la structure définitive plus tard. Très clair, moi je vais terminer aussi sur le fait, vous l'avez pas dit mais je complète un peu, mais sachez pourquoi vous voulez lever en fait. Oui. Ça c'est clair. Je pense qu'il y en a beaucoup qui lèvent parce que c'est un signe de succès, mais ils ne comprennent pas que c'est un moyen. Je pense que tout le monde autour de la table, même s'ils sont successful, vous le dit que vous l'avez clairement exprimé que c'est pas votre tasse de thé la levée de fonds. Donc voilà, je pense qu'il faut bien réfléchir. Et on a parlé aussi de la relation post-invest. Je pense pas que l'argent soit indolore comme on dit. Je pense qu'il y a toujours des strings attached, donc bien choisir ses investisseurs. Et dernière chose, je pense entourez-vous peut-être des personnes qui sont dans votre industrie ou qui sont passées par là, peut-être qui vous éclaireront un petit peu sur par exemple une IPO, du crowd equity ou lever des fonds avec le régional, le BA ou IC quoi. Très original hein. Un grand merci à vous tous. Merci. Et merci à H7 toujours d'organiser ces panels pour pouvoir vous donner le plus de billes et on espère vous inspirer à ne pas lever de fonds. Non je rigole pas. En tout cas réussir dans votre activité entrepreneuriale. Merci à tous.